Et comme chaque dimanche matin, on est ravis de retrouver Vladimir Fedorovski, écrivain, ancien diplomate russo-ukrainien, les yeux bleus les plus connus de la radio. Bonjour Vladimir. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec ce livre que je viens de sortir. Napoléon face à la Russie. Aux éditions Ballant. Aux éditions Ballant, Napoléon face à la Russie. Vous allez dire, mais c'est une histoire. Pas du tout. Pour comprendre la réalité d'aujourd'hui, il faut revenir à Napoléon. J'ai lu beaucoup. C'est un livre que j'ai fait pendant des années. J'ai hésité de le sortir. Vous savez comment ça, le déclic, c'est très simple. Moi, je viens souvent à la télé. Vous savez, l'infidélité renforce l'amour. Parce que je viens chez vous, mais je viens parfois à la télévision, vous comprenez? Et à la télévision, ils racontent souvent n'importe quoi. Tout le monde raconte. Non, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je leur dis, vous savez, faites attention parce qu'un jour, on va sortir. Tout est maintenant sur l'Internet. Sur l'Internet, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, il marque les erreurs, ce qu'il raconte. Et après cette conversation, Pascal, il s'appelle, je viens chez moi et je sors. J'ai fait des années, j'ai travaillé sur Napoléon. Et il y a un feuille qui tombe devant moi. Je lis, et ça j'ai compris que je dois le sortir. Napoléon, il a analysé, c'est quelqu'un qui a analysé ses erreurs. Mm-hmm. Il n'est pas comme les gens d'aujourd'hui qui persistent dans les erreurs. Il tirait des leçons des erreurs. Et il a dit qu'il tirait des leçons de la Bérésina, vous savez, en 1912. Quand Bérésina, il récapitule ses erreurs. Il dit le premier, c'était le climat. 1912, tout le monde a dit qu'il y aura les climats parisiens à Paris, qu'il ne gèle jamais. Il débarque à Moscou, il fait 30 degrés. De froid, s'il vous plaît. Oui. Le climat. Deuxième erreur. C'est souvent d'ailleurs le climat qui joue dans les guerres. On oublie parce qu'on est en Occident. Aussi la géographie. La géographie. Parce qu'il faut climat, géographie. Géographie, c'est encore plus grave parce que mon copain qui analyse les erreurs de la propagande, aujourd'hui, il souligne ça et il utilisait le terme la profondeur stratégique. Qu'est-ce que c'est la profondeur stratégique? C'est les espaces russes. Le pays, on dit Poutine va mourir, la Russie est terminée. Il disait il suffit de regarder la carte. La carte, c'est la 8e partie du globe terrestre. Elle peut survivre par elle-même. Alors, par conséquent, et Napoléon, il dit mon erreur capitale, c'est de ne pas prendre en considération cette profondeur stratégique, autrement dit, la géographie utilisée. La géographie et les ressources. Les ressources, mais ça va, ça vous avez raison. Mais il mentionnait les ressources inépuisables. C'est évidemment la population, les diversités, etc. Et puis, le troisième mot qu'il utilise, on a utilisé ça au début de notre série, la mentalité. La mentalité. Par exemple, vous savez, je pense beaucoup à la souffrance des gens aujourd'hui. Je dis, vous voulez comprendre les réactions de la société israélienne aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire longue des Juifs, de la civilisation des Juifs, et l'histoire. Si vous oubliez un moment dans l'analyse cela, vous ne pouvez pas faire analyser. Napoléon, il disait, vous comprenez, l'histoire longue, mentalité russe. Et il a connu, vous comprenez, Napoléon, il voulait créer une grande Europe, il pensait... Alors, justement... je vais vous raconter comment il a fait dans cet écrit. Il a dit, j'ai pensé à donner la liberté en Russie. Je viens un libérateur. Je propose... Et les paysans, ils prennent la hache. Les paysans qui ont été pourtant les serfs, ils prennent la hache
il devient derrière ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai vu, quand je vois les sondages, vous savez que les sondages ont monté pour Poutine, à un moment, quand les Italiens ont interdit Dostoïevski chez eux. Mentalité. Et quatrième chose qu'il écrit, et ça c'est une leçon pour nous tous, franchement. Napoléon, il disait, je prenais mes désirs pour la réalité. Texto, il dit, mes désirs pour la réalité. Et par rapport à ces grands espaces, c'est la plus grande erreur. Je ne tirerai pas des leçons de mes erreurs suffisamment rapidement. C'est quand même étonnant. Vous savez, c'est pas par hasard que Napoléon, il est très populaire jusqu'à l'heure actuelle en Russie, parce que les Russes considèrent non seulement comme un grand dirigeant d'État, mais c'est un dirigeant éminemment moderne pour eux. Alors, justement, Napoléon reconnaît ses erreurs. En 1807, l'homme le plus puissant d'Europe, donc Napoléon, rencontre le jeune tsar de Russie, Alexandre Ier. L'ayant vaincu, il ne doute pas de s'en faire un allié. Mais voilà, l'inexpérimenté Alexandre se révèle bien plus malin qu'il n'y paraît. Comment Napoléon se fait rouler dans la farine ? Il s'est fait rouler dans la farine en partie, parce que les rapports entre Napoléon, je décris ça vraiment, il y a dans mon livre, il y a côté romanesque, puisque les rapports entre Napoléon et Alexandre, c'est les rapports passionnels. Dans la réalité, entre nous, Napoléon, il voulait être tsar et Alexandre, qui était formé par les gens vous savez, la harpe, son formateur, c'était un grand républicain. Comme républicain, il rêvait de diriger la République. Vous comprenez les contradictions rien que ça. L'affinité, l'attirance réciproque, la séduction réciproque, les petites astuces, mais comme vous dites, rouler dans la farine, vous comprenez, c'est pas le mot. Non, d'accord, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que non, Alexandre, ils ont chacun ces négociations. Je décris ça, ça se passe sur les râteaux à Tilsit. Et ça, c'est vraiment, ils passent la nuit à discuter, ils se séduisent réciproquement, l'attirance est totale. Et en même temps, chacun joue leur jeu. Juste pour bien comprendre quels sont les plans des uns et des autres, et pourquoi en 1807 ces deux hommes se rencontrent, et qu'est-ce qu'il fait que Napoléon ne voit pas Alexandre Ier venir concrètement. Concrètement, chacun a ses buts. Alexandre, il n'a pas de choix. Il a perdu Austerlitz. Après, il est obligé de faire, disons, l'arrangement avec Napoléon. Et l'arrangement le plus avantageux possible. Napoléon était assez clair. Il ne voulait pas se tromper sur l'adversaire. Son vrai adversaire, c'était rival à la fois commercial et aussi politique, géopolitique, c'était l'Angleterre. Il voulait associer Alexandre Blocus, il a accepté ça, mais là-dedans, chacun joue son jeu. Bon, pour Alexandre, il voulait rétablir la puissance russe, garder son œil sur la Pologne, garder quand même les conquêtes de son arrière-grand-père, de Pierre le Grand, là-bas en Crimée et ailleurs, etc. Et Napoléon, continue à jouer les Turcs, il continue à avantager les Polonais, tout ça, ça reste ambigu, mais entre 1907 et 1912, c'est vraiment, il y a des histoires incroyables. Rien que le mariage raté entre Alexandre et la sœur d'Alexandre, entre Napoléon et la sœur d'Alexandre, ça c'est une histoire, ça aurait pu changer la face du monde s'il y avait la tsarine dans le lit de grand Napoléon. Et après, il y avait une histoire d'espionnage incroyable à Paris que je raconte, parce que tout ça, c'est les choses. Mais il y avait cette illusion que Maréchal Montgomery, elle a formulée dans son... Maréchal Montgomery, je parle du XXe siècle, de Hongrie. Il ne faut jamais aller à Moscou, et surtout à Moscou quand il fait 30 degrés du froid. Zéro.
Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Napoléon face à la Russie aux éditions Ballant, votre dernier ouvrage.